Voilà, nous allons commencer par 40 minutes d'entretien avec nos trois invités. Donc Sandrine Bourrin, Marjorie Nadal, Vincent Dupéillage. Et je vous demanderai pendant ce temps simplement d'éteindre vos caméras pour avoir un joli affichage de tous les intervenants qui vont répondre à nos questions et avec qui on va discuter pendant 40 minutes. Et ensuite, on aura 20 minutes de questions du public. Vous êtes invité à les poser sur le chat pendant l'entretien. Et nous avons Camille, qui sera notre voix ce soir. Et Camille choisira des questions et vous pourrez donc les poser, ou nous les poserons pour vous, à nos trois invités. Questions générales, questions précises, allez-y. Toutes les questions que vous voulez, donc sur le chat pendant les entretiens. Pensez bien à couper vos micros aussi pour éviter les bruits parasites pendant le... Voilà. Mais restez là, évidemment, hein, parce qu'on a l'impression que je vous chasse, mais restez là. Merci beaucoup d'être venus à tous ceux qui sont connectés. Je vais commencer par présenter nos trois invités, même s'il y en a une qui a pris ça très, très à cœur et qui est partie tout de suite, mais je pense qu'elle va revenir. Sandrine Bourrin. Ah, on sera en replay après, merci. Flora. Sandrine Bourrin, vous êtes professeure de lettres modernes et de théâtre et vous avez enseigné pendant 15 ans au lycée français de Berlin avant de rejoindre l'académie de Grenoble où vous êtes en ce moment. Vous vous dites très attaché à la pédagogie de projet et à l'interculturalité comme vecteur d'apprentissage. Et vous travaillez en théorie et en pratique sur le recours éducatif au théâtre. Je peux vous demander où est-ce que vous enseignez en ce moment? Tout à côté de Grenoble, dans une ville qui s'appelle Voiron, au lycée polyvalent Édouard Herriot. Et pour des élèves C'était ma question seconde. d'après. Ouais, j'ai des classes de français là cette année en seconde, et puis j'enseigne aux élèves qui ont choisi la spécialité théâtre pour le baccalauréat ou le théâtre comme enseignement optionnel. Merci. Marjorie Nadal, vous êtes pédagogue, comédienne et formatrice spécialiste de l'enseignement du FLE, français langue étrangère. Et vous avez cofondé Théalingua, qui nous permet aussi d'avoir ce cadre ce soir, qui est une structure d'éducation artistique et linguistique qui conjugue enseignement des langues et théâtre. Une structure que je connais. Et vous conduisez parallèlement une réflexion sur l'identité et la langue étrangère basée sur l'improvisation théâtrale multilingue. Et vous faites ça où? Eh ben, je fais ça à Berlin, donc où j'habite depuis 10 ans et où en effet on a fondé Théalingua et la Ligue d'improvisation de Berlin. Donc Théalingua est plus pour l'enseignement des langues dont le français et l'allemand par la création théâtrale. Et à côté on est une ligue d'impro multilingue. Voilà. Merci. Vincent Dupéillage. Vincent, vous êtes conseiller de recteur. Vous avez été proviseur pendant 15 ans et professeur durant 10 ans en école, collège, lycée, université et tous les niveaux finalement, et conservatoire de musique. Vous êtes titulaire d'un master en droit, économie, gestion, management des organisations publiques et sociologie. Et vos travaux de recherche portent principalement sur le numérique pédagogique et l'effet de ce numérique dans les processus d'apprentissage. Et je suppose que vous devez avoir du travail en ce moment, vu que vous êtes conseiller directeur spécialisé dans le numérique pédagogique. Je ne serais à peine m'étendre sur le sujet, puisque tous et toutes sommes en attente d'un certain nombre de directives, on va dire, pour la suite à donner. Mais effectivement, hein, je le confirme, il y a un petit peu de travail, mais ce travail, il est partagé entre tous les acteurs qui sont en lien direct avec les élèves, hein, puisque c'est l'essentiel de mon travail, mais c'est l'essentiel de notre travail à tous là autour de la table. Vous êtes sur quelle académie? À Grenoble aussi? Je suis donc sur l'académie de Grenoble. Ce qui vous réunit tous les trois et ce qui nous réunit ce soir, c'est un livre. C'est un livre qui est la rencontre un peu entre vous trois et même quelqu'un qui n'est pas là ce soir, qui est parmi les invités, mais qui s'appelle Gaëlle Valgenwitz, avec qui vous avez écrit un livre. Gaëlle est enseignante de mathématiques et vous avez rédigé ce livre à 8 mains, ce livre sur le corps au cœur des apprentissages. Et c'est un livre qui est illustré par Maude Corvézier, qui est lycéenne
en spécialité théâtre. Et c'était une belle qui a été lycéenne jusqu'à il y a peu, je suppose. Et c'est le livre donc, qui vous lie, en tout cas pour ce soir, avec cette spécialité, un livre qui doit paraître au PUG, Presse universitaire de Grenoble, et qui correspond, qui comprend à la fois des aspects théoriques, des éclairages théoriques, et des activités pratiques, des fiches pratiques avec des exercices, avec des conseils sur ce qu'on peut faire en classe avec le corps, si j'ai bien compris. Et j'aimerais commencer par une question un peu générale, puisqu'on est au Festival de l'Apprendre et qu'il y a un sous-titre qui m'a bien plu dans le livre et qui est « J'enseigne, donc ils apprennent ». Un malentendu ? Point d'interrogation. Et voilà, je me suis posé la question, ah bon, c'est pas comme ça que ça se passe ? Et qu'est-ce qu'il faut alors pour apprendre ? Je voulais poser cette première question à Vincent. Alors, pour apprendre, en fait, effectivement, hein, c'est une question qu'on pose dans ce chapitre 2. Hein, j'enseigne, nous apprendre un malentendu, et le point d'interrogation derrière le un malentendu est assez significatif. C'est en fait se poser la question de à quel endroit, quelle est la place du formateur, de l'enseignant dans ce processus. Et je serais tenté de l'illustrer simplement par ce que nous indiquait Jean Housset. Jean Housset, qui est un pédagogue, formateur, qui a longuement travaillé sur les anciennes méthodes de Freinet, Vygotsky également, et qui illustre son propos pour essayer de trouver où se situe en fait l'enseignant dans tout ça. Et il illustre sous la forme d'un espèce de triangle, c'est pas un triangle avec en haut le savoir, ensuite on a l'enseignant, et sur le dernier côté du triangle, on trouve l'élève. Et il associe ces derniers éléments, et comme Jean Housset est un joueur d'échecs, il illustre de cette manière-là, c'est-à-dire que pour que ça fonctionne, pour que le processus d'apprentissage fonctionne, pour que apprendre fonctionne, eh bien, il faut que le dernier côté du triangle, lorsqu'il est mobilisé, il n'intervienne pas, parce que sinon il fait le fou. Je l'illustre autrement, hein, ça veut dire que ce rapport du savoir à l'enseignant, c'est cette partie didactique, c'est-à-dire c'est l'enseignant va aller chercher les éléments universitaires, va les digérer, il va ensuite en faire un objet didactique dans le cadre du processus d'apprentissage, et ensuite il va y avoir cette deuxième frange qui va lier l'enseignant avec l'élève, c'est la partie pédagogique. Comment ça se met en place, quelle posture il va avoir face à ses élèves, comment il va mettre en place les choses. Et ensuite, ce qui est la plus importante, c'est le rapport lui-même de l'élève au savoir, c'est-à-dire la construction du savoir à partir des éléments qu'il a donnés. Et cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le processus d'apprentissage, c'est apprendre. Et en quoi c'est un malentendu ? C'est que enseigner, en fait, ce n'est pas l'enseignant, c'est bien l'élève qui apprend. Et c'est cette partie-là uniquement, qui est assez particulière, qui ne répond qu'à le lien entre l'élève et le savoir qu'il construit. Et à cet endroit-là, en fait, l'enseignant, il doit trouver une place, mais si on suit Jean Housset, il ne faut surtout pas qu'il intervienne trop. En fait. Donc, l'enseignant, enseigner, ce n'est pas tout à fait apprendre. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui vous anime beaucoup sur le très actif de l'élève dans l'apprentissage primordial. Peut-être une question pour Sandrine. Dans la salle de classe, puisque c'est le corps qui est vraiment le fil rouge de votre livre, en quoi est-ce que l'engagement corporel, c'est important dans la salle de classe pour apprendre ? À mon endroit, d'enseignante dans la classe, on est souvent, on est un peu fatalement tous en classe, dans une forme scolaire qui immobilise souvent les élèves, qui sont censés s'asseoir et puis souvent rester assis pendant tout le cours. Et puis, c'est le professeur qui a un peu la priorité sur le mouvement. Et après quelques années d'enseignement, on se rend compte que ça ne fonctionne pas pour tous les élèves, qu'on a beau enseigner, il y a certains élèves pour qui cette forme scolaire ne convient pas. Et on va le voir par des attitudes qu'on reconnaît tous, avec des élèves qui ont la jambe qui bouge ou qui commencent à s'impatienter ou qui ne vont pas trouver leur place dans cette forme scolaire telle qu'elle est proposée.
Et étant moi enseignante dans 2 formes scolaires un peu différentes, c'est-à-dire c'est pas la même forme scolaire dans une salle de classe qui est assez figée au départ, et celle que je retrouve quand je suis professeure de théâtre, où la salle souvent est vide et où on a une certaine liberté d'organiser les corps en fonction de l'apprentissage qu'on propose. Et c'est en étant à la fois dans ces 2 formes scolaires que me rendant compte aussi parfois que les élèves que j'avais au théâtre et qui arrivaient à apprendre des textes très longs, à se mobiliser sur un projet de manière très rigoureuse, mais qui par ailleurs dans une discipline scolaire et dans une forme scolaire qui était beaucoup plus rigide, ne parvenaient pas à apprendre. C'est comme ça que je me suis dit, bon, on va peut-être essayer de rendre ces 2 manières d'enseigner un peu perméables et d'engager le corps. Et il me semble que l'engagement corporel qu'on peut avoir dans un projet théâtral permet une remobilisation, pas seulement du corps, mais une remobilisation cognitive aussi de l'élève qui va s'emparer de l'apprentissage différemment. Alors pourquoi différemment? Parce qu'il va s'engager physiquement. Alors, s'engager physiquement en salle de classe, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, de manière très concrète, par exemple, quand on commence une heure de cours, il y a une espèce de... je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce de convention qui consiste à faire rentrer les élèves et à leur demander de s'asseoir tout de suite. Je ne sais pas, c'est écrit nulle part qu'il faut faire comme ça. Mais il y a d'autres manières d'entrer en cours de façon à responsabiliser les élèves aussi par rapport à cet engagement corporel, ne serait-ce que leur dire bah, vous vous asseyez quand vous avez croisé le regard de chacun de vos élèves, de chacun de vos camarades, ou alors faire un appel qui comprend le mouvement. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'à chaque fois qu'on va engager le corps et demander à l'élève d'être responsable de son engagement corporel, c'est-à-dire c'est pas moi qui lui dis assieds-toi, tais-toi, mets-toi là. À chaque fois qu'il a une certaine liberté dans la manière de s'engager physiquement et dans la tâche, généralement, ça marche mieux. Super. Oui, du coup, je porte mon attention vers la théâtreuse pure et dure du groupe. En extrapolant un peu, mais le théâtre d'improvisation, est-ce que ça sert à ça? Les spécialistes de théâtre d'improvisation, on a aussi l'image d'un théâtre d'improvisation qui est un concours de vannes. Comment on s'engage dans le corps dans le théâtre d'improvisation? Alors, Est-ce qu'on s'engage dans le corps, dans le théâtre d'improvisation? C'est ça. En fait, il ne peut pas y avoir de théâtre d'improvisation. J'appuie bien sur le mot théâtre d'improvisation s'il n'y a pas des corps qui sont disponibles et prêts à faire des choses ensemble. On peut faire des choses sans le corps d'improvisation, on peut faire des concours de vannes, on peut faire je ne sais pas quoi au niveau verbal, mais le théâtre d'improvisation est avant tout avec un corps. Et on peut revenir au tout début du théâtre avec donc le drama qui est action en grec et théatron qui est le regarder. Donc on est vraiment sur des choses qui sont d'abord de l'ordre du physique et du corporel à partir du moment où on fait du théâtre. On pourra reparler de la situation actuelle où les corps ne sont pas en présence, mais le théâtre d'improvisation est évidemment d'abord un théâtre de corps. On peut remonter à l'origine donc du théâtre d'improvisation qui était, d'abord on l'a trouvé chez les Grecs un peu, les latins, grecs, mais on revient à la Commedia dell'arte qui est là où ça a vraiment pris son envol, on va dire, avec un canevas. Donc, on associe souvent la commedia dell'arte à l'improvisation parce qu'on était beaucoup dans les corps et sans le texte, mais on avait quand même un fil rouge. Aujourd'hui, le théâtre d'improvisation nous permet, on essaye, en tout cas dans les matchs d'improvisation, quelque chose qui se pratique beaucoup en France ou dans le monde francophone, on n'a ni un canevas, ni de texte. Donc, on se retrouve avec quoi quand on arrive sur scène? On a peut-être un canevas, des histoires et des textes en tête, mais le comédien qui est en face de nous, l'autre improvisateur, n'a pas la même chose puisqu'on n'a pas pu échanger avant. Et du coup, il va y avoir forcément de part des corps quelque chose qui va se dire, qui va s'exprimer, qui va se jouer et que l'autre va regarder. Donc, son corps est utilisé aussi à ce moment-là dans son regard et ensemble, ils vont construire une histoire.
Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est réservé à des gens comment dire, qui ont déjà de l'expérience dans du théâtre, de faire ensuite du théâtre d'improvisation? Ou est-ce que ça peut être fait rapidement? Puisque là, on est dans un cadre, je précise cette question aussi, parce qu'on est dans un cadre de classe, a priori. En tout cas, il y a toujours cette idée d'apprentissage en arrière-fond. Non, non, le théâtre de mise en scène ou le théâtre d'improvisation sont des théâtres qui peuvent avoir des bases communes, qui sont celles du corps, qui sont celles des mots, mais ensuite, l'un et l'autre sont différents. Il peut y avoir des excellents comédiens, disons plus classiques, tragiques ou comiques, qui ne sont pas des bons improvisateurs, et des très bons improvisateurs qui ne sont pas des bons comédiens. Les choses sont... Évidemment, il peut y avoir aussi les deux. Mais si je peux rajouter quelque chose, c'est que ce que peut apporter, ou en tout cas ce qui nous a intéressé dans ce projet, de réunir des choses, des exercices, une posture qu'on trouve dans le théâtre d'improvisation pour les utiliser dans la classe, c'est au départ ce que tu disais, Marjorie, cette idée d'écoute et d'attention et de coprésence, c'est-à-dire aborder la séance de classe comme un lieu de transmission du savoir, certes, mais ne pas oublier que le point de départ, c'est qu'il y a physiquement des gens qui sont au même endroit au même moment et qui pourtant, physiquement et mentalement, n'y sont parfois pas. Donc, on va réutiliser des exercices qui sont utilisés dans le théâtre d'improvisation pour que cette présence concomitante puisse être utile aux apprentissages. Ce qui n'est pas forcément le cas parce que la forme scolaire, ce n'est pas parce qu'on est tous ensemble dans la même classe que ça marche. Et c'est un peu ce que disait Vincent tout à l'heure. On a beau être en cours de français tous au même moment avec tous le même contenu, l'enseignement ne se suffit pas à lui-même. Il faut penser le processus d'apprentissage en intégrant cette idée d'écoute et d'attention pour que la forme scolaire devienne performante. Alors quand je dis performante, ce n'est pas négatif, hein, performante en termes scolaires, mais aussi performante en termes d'apprentissage pour soi, ce que fait aussi le théâtre d'improvisation. C'est vrai que là Sandrine aborde, et je serais tenté de compléter, même de reprendre une phrase que Marjorie indiquait. Tu précisais en préambule qu'il n'y a pas de théâtre d'improvisation sans engagement. Si je voulais l'extrapoler, je dirais il n'y a pas d'apprentissage sans engagement. Et cet engagement, il est à tout niveau. Hein. Il est aussi bien de l'engagement de l'élève, mais également de l'engagement corporel de l'enseignant. C'est-à-dire que la part du verbal et du non-verbal a un impact significatif dans le lien, puisque pour qu'un élève puisse apprendre, puisse rentrer dans ce processus d'apprentissage, il faut effectivement qu'il y ait cet engagement volontaire de sa part, mais également il faut qu'il y ait cet engagement de la part de l'enseignant pour que ces interactions puissent bien fonctionner, pour qu'il y ait un cadre, un contexte général qui mette en confiance, dans le cadre d'un bien-être, l'élève, mais également l'enseignant. C'est une interaction. Hein. Les socioconstructivistes, hein, Vygotsky en particulier, je vois Marjorie qui sourit parce qu'on en a beaucoup échangé sur cette personne, mais en tout cas, nous l'indique très clairement, c'est-à-dire que l'élève, il est au centre d'une multitude d'interactions, d'une multitude de stimuli, et il doit réussir à être engagé pour et tenir compte de tous ces éléments-là. C'est plus encore vrai, hein, tout à l'heure Denis le signalait dans les études que je mène, nous sommes dans une révolution numérique extrêmement significative, hein, faut le voir, hein, Chelsea le précisait lui-même, hein, c'est une révolution qui est aussi forte que la révolution industrielle ou que l'invention de l'écriture. On a la chance de le vivre, ou la malchance, je ne sais pas, mais en tout cas, ça veut dire qu'un élève est au centre d'un nombre d'interactions extrêmement significatives, et au sein de la classe, l'interaction entre l'enseignant, l'élève, entre l'élève et ses pairs est extrêmement significative. J'aimerais revenir à cette salle. J'aimerais revenir à cette salle de classe justement et voir, parce que vous avez cette idée vraiment d'engagement du corps dans la classe, et ça peut être compliqué à imaginer de l'extérieur. J'aimerais qu'on voit l'image, peut-être les dessins, les illustrations qui ont été faites par Maud Corvézier. Je ne sais pas si Camille peut les montrer. Superbe. Donc de ces deux images de classe possibles.
avec de ce que je vois, une image de salle assez classique ou standard, de ce que je peux imaginer de ma jeunesse en tout cas, qui est plutôt à droite, en ce qui me concerne. Ça dépend des classes, je suppose. Et à gauche, et c'est la question qu'on se pose, c'est est-ce que vous amenez le chaos? Est-ce que vous voulez amener le chaos dans la classe avec des élèves qui se saisissent de leur corps et qui prennent la salle d'assaut? Je suppose que non, mais je pose la question tout de même. Comment est-ce que des enseignants peuvent se saisir de ce que vous proposez en termes d'engagement corporel? Ce serait une première entrée si on les regarde toutes les deux. En fait, je vais faire une entrée sous la forme des postures. Ça veut dire, et avec une question, c'est en tout cas une conclusion, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Ce qu'on voit sur les illustrations de Maud, hein, c'est qu'effectivement, sur la partie de droite, il semble que les élèves ne sont pas dans le processus d'apprentissage. Ils ne sont pas engagés en tout cas. Ils ne sont pas attentifs. On pourrait caricaturer de cette manière-là, même si, voilà. Alors que sur l'autre, on voit effectivement des élèves, mais effectivement, c'est le chaos. Hein. On a un professeur 1815, on est bien dans la débâcle complète. La question, c'est surtout quelle est la posture, quel choix fait l'enseignant pour permettre aux élèves de rentrer dans le processus d'apprentissage. Sur la partie de gauche, très clairement, la posture que choisit l'enseignant, c'est de scénariser son cours, c'est d'engager corporellement les élèves, c'est de leur faire vivre les choses pour qu'ils puissent effectivement avoir des images qui vont rentrer, qui vont se fixer au niveau mémoire, pour que ça puisse mettre en place ce processus de mémorisation et d'apprentissage. Sandrine, je crois que tu voulais aussi… Non, quand sont apparus les images à l'écran, je me suis dit que moi, j'avais peut-être commencé ma carrière d'enseignante sur un modèle plutôt à gauche et puis qu'au final, les cours ressemblaient plutôt à celui plutôt à droite, pardon, et ressemblaient maintenant plutôt à celui de gauche. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre enfin, en tout cas, il faut oser déstructurer la salle de classe, oser rentrer dans une action qui peut paraître chaotique. Et en même temps, si on se demande dans laquelle de ces deux classes les élèves ont le plus appris et retenu, on peut s'imaginer que c'est probablement dans celle où ils sont engagés physiquement dans cette action. Alors, ça paraît peut-être… J'espère que ça ne paraît pas infaisable quand on regarde ces images et que ça ne paraît pas trop idéaliste, mais c'est des formats que l'on peut adapter à moindre mesure également, simplement se dire qu'une restitution de leçons, elle n'est pas forcément verbale, elle peut être aussi corporelle, que le choix de la forme de la restitution de cours n'est pas forcément sur du papier, mais peut être aussi donné aux élèves. C'est des choses qui sont en tout cas tout à fait abordables, il me semble. Est-ce que j'entends que c'est quelque chose qui peut être progressif sans être tout à fait, comment dire, est-ce qu'on change tout ou est-ce que ça peut être progressif? Non, alors c'est là où les sciences de l'éducation nous y invitent et nous l'indiquent. Hein. Bucheton notamment, qui a travaillé beaucoup sur les postures enseignantes, postures apprenantes, nous le dit, il n'est surtout pas question de dire le modèle de gauche est le bon modèle, le modèle de droite, il faut le mettre à la poubelle. En fait, c'est beaucoup plus simple et complexe à la fois. C'est-à-dire que, il faut que le modèle qui va être choisi, le modèle pédagogique qui va être choisi par l'enseignant lui convienne, lui corresponde. Ça, c'est important. Il faut qu'il se sente bien. Parce qu'on parlait tout à l'heure du verbal et du non-verbal, de la posture. Évidemment, il y a des choses. Et ensuite, ce n'est pas tellement un choix, c'est plutôt la multiplicité, le choix dans le scénario pédagogique de pouvoir avoir plutôt le modèle de gauche à un moment, plutôt le modèle de droite à un autre moment. Sandrine parlait de restitution, ça peut avoir du sens que la restitution se fasse à ce moment-là, peut-être. En tout cas, c'est l'alternance. Derrière tout ça, c'est comment l'élève est engagé, comment il est mobilisé, comment son attention est fixée, comment son attention est orientée. Et l'alternance et le choix va être beaucoup plus important que de faire un seul choix. Ouais, je peux juste porter un regard important pour moi quand je vois ces images. Il y a, pour moi, très clairement, l'image qui est à droite, on a vraiment cette idée du théâtre et c'est le prof qui est sur la scène.
Et le public, il n'est pas attentif. Très clairement, il ne l'a pas capté, il ne l'a pas captivé. Donc, le prof fait reposer tout, en fait, sur ses épaules, comme s'il devait, lui, être le comédien, être l'acteur, être tout faire. Et on parle beaucoup de ces parallèles entre le comédien et l'enseignant qui est regardé, qui doit mettre en scène, qui doit... Mais pauvre prof. Et de l'autre côté, avec la posture de lâcher prise que disait Vincent, en fait, le prof, il choisit pas ça. Il dit, en fait, la scène, elle est dans la classe et c'est vous qui êtes les comédiens et c'est vous qui allez faire. Et lui, il aménage, il prépare, il peut faire aussi le metteur en scène comme dans une création collective où le metteur en scène fait avec les comédiens. Et il est là pour ça, c'est lui quand même qui tient le cadre. Mais je trouve que c'est, quand on regarde l'image de gauche, ce qui moi me frappe, c'est qu'on est tous ensemble sur la même chose, la même tâche, le même objectif, la même affaire. Alors que clairement, dans l'image de droite, il y a un quatrième mur, mais plus qu'un quatrième mur, il y a carrément une frontière entre les deux. Et du coup, forcément, pour moi, du côté du théâtre, je suis beaucoup plus intéressée par l'image de gauche. Et qui m'apporte une dernière petite chose que je peux dire pour moi, quand on travaille sur des postures de lâcher prise où on ne sait pas ce qui va se passer, et c'est la même chose quand on est en création en théâtre, il ne faut pas croire que les comédiens savent ce qu'ils vont faire, alors particulièrement avec des créations collectives où on ne sait pas où ça va aller. Je crois que c'est important de se dire, oui, à un moment, c'est le chaos. Et alors, si on n'a pas d'espace, en fait, dans notre société, on n'a pas le droit d'être dans un chaos sécurisant, c'est-à-dire on a le droit au chaos, où on peut s'approprier ce chaos qu'on fait ensemble. Ben, en fait, où c'est qu'on peut le faire? Eh ben, on va peut-être aller le faire ailleurs et mal. Et je trouve que de pouvoir faire de la classe comme de la scène, des espaces où ça brasse, et où c'est pas forcément réussi, on ne sait pas, et il y a toujours un garant, on est d'accord, hein, l'enseignant il est garant d'un cadre, comme le metteur en scène peut l'être, ou autre, et surtout avec des enfants ou des adolescents, mais je trouve ça en tout cas intéressant de voir la classe dans cet aspect-là. Voilà. Ce que je vois aussi un peu dans ce que vous dites et dans les images qui sont présentées, c'est qu'il y a quelque chose sur le contrôle aussi, le contrôle de l'élève ou le contrôle de la salle de classe. On a l'impression qu'on contrôle, dans l'image de droite, là par exemple, ce qui se passe parce que les élèves sont immobiles, tout simplement, ou pas. Et j'imagine que le fait de passer à autre chose, à essayer d'autres types de présence de tous ou de participation de tous dans la classe peut être quelque chose qui est émotionnellement aussi assez déstabilisant. Et vous avez parlé des émotions qui sont côté élève comme côté enseignant. Et ça fait partie des choses que vous abordez dans le livre. Sandrine, oui, si vous voulez en parler. Je voulais juste dire que ce parti pris de s'inspirer d'une démarche de création et en particulier du théâtre d'improvisation fait ressortir des valeurs qu'on a aussi enseignants, c'est-à-dire privilégiées quand on organise une séance, la collaboration, le plaisir d'apprendre, la recherche, l'autonomie. Sauf que dans cette forme scolaire qui est très rigide au niveau de l'espace et du corps, on ne s'autorise parfois pas, sans vraiment comprendre qui nous l'a interdit. Il n'y a aucun texte qui dit que la salle de classe doit être disposée comme elle l'est dans la majorité des écoles en France. On se donne des formes d'interdit qui nous empêchent d'aller plus loin. Et en fait, il n'y a rien de révolutionnaire dans la proposition qu'on fait, puisqu'on a des valeurs communes entre l'enseignement et celle du théâtre, la collaboration, le plaisir, la recherche, l'autonomie. Mais en passant par le vecteur du corps, on invite à aller plus loin et on essaie de démontrer que ça a des vertus aussi pour le processus, dans le processus d'apprentissage. Alors en effet, s'orientant sur cet engagement corporel, on va être sans doute plus amené à prendre en compte les émotions, et pas seulement les émotions, mais ce qu'on appelle les compétences psychosociales, qui commencent à avoir à être entendues, écoutées. On les retrouve dans les référentiels de compétences pour le collège et pour le lycée. Et pourtant, dans la construction d'un cours, dans la construction d'un scénario pédagogique, elles peinent encore à être intégrées. Donc, ce qu'on propose, c'est d'avoir des temps pendant l'heure de cours où on va verbaliser
entraîner ses compétences émotionnelles parce que parfois, ces émotions, elles ne nous servent pas dans l'enseignement. On connaît soit parce qu'on s'en rappelle de nous à l'école ou enseignants, on rentre en classe, il s'est passé quelque chose à la récréation et dans le couloir, on trouve une classe qui est complètement agitée, qui n'est pas du tout disponible aux apprentissages et ça bouillonne au niveau des émotions. Comment on fait avec ça? Comment on peut accepter, accueillir la charge émotionnelle d'un groupe pour pouvoir l'intégrer dans ce processus d'apprentissage parce que de fait, elle en fait partie. Ou comme frein, mais nous, ce qu'on propose, c'est par des exercices récurrents, par des rituels, faire comprendre aussi à l'élève que quand il est en classe, on le prend dans son entièreté, avec son corps, ses émotions, ses connaissances, mais de manière globale. Donc, ça passe par ces petits rituels qu'on peut utiliser. Ça peut être faire un état des lieux émotionnel, mais on les connaît en général. Par contre, ce qu'on peine à faire, c'est à les ritualiser. Vous pourriez donner un exemple simplement d'activité ou de type de forum que vous pouvez proposer à ce moment-là, dans le cas précis que vous avez mentionné après par exemple, une chose que, en tout cas, je pratique assez régulièrement, c'est qu'en début de cours, au lieu de faire l'appel, au lieu de m'asseoir, d'ouvrir Pronote et d'énumérer tous les noms des élèves dans l'ordre alphabétique, pendant que eux soient bavardes ou au lieu de leur dire taisez-vous, je fais l'appel, c'est eux qui font l'appel. Donc, ils s'appellent eux-mêmes, quoi. Enfin, voilà. Je ne sais pas quand, mais il faut que les 35 noms de ma classe apparaissent. Et donc, ce qui va solliciter d'abord l'écoute. Il faut qu'ils se posent la question à quel moment ils vont dire leur nom. Il ne faut pas que ce soit en même temps que quelqu'un. Donc, il y a quelque chose de collectif qui est en jeu directement, que moi, je n'anime pas, que je ne centralise pas. Et on peut coupler cet appel avec un état des lieux émotionnels. C'est-à-dire, ils disent leur nom, puis moi, je dis le mien, Sandrine, fatiguée ou énervée. Et parfois, on est assez surpris en tant que professeur parce qu'on prend la température émotionnelle de la classe et la classe prend la température émotionnelle. Et puis, on voit s'il y a quelqu'un qui dit déprimé, angoissé. C'est aussi une attention qu'on va prendre à l'autre parce qu'il a dit son état émotionnel. Alors, on peut le dire, on peut l'incarner physiquement, mais en tout cas, on fait une place en début ou en fin d'heure. C'est quelque chose qu'on peut aussi faire évoluer ou à un moment, quand la classe n'est plus à l'écoute, revenir pour 3-4 minutes et puis le dire, là, on voit qu'on n'est plus ensemble, on va faire une petite pause, on fait un point, comment ça se passe. C'est pas chronophage et c'est, à mon sens, très respectueux de la personne, en fait, de pouvoir faire une place à ces émotions-là. Il y a quelque chose dont on a pas mal parlé, enfin avec Sandrine, on se sent très concernés là-dessus, sur les adolescents et la difficulté d'apparaître et d'oser. Et ce genre d'exercice où on dit son nom, mais on ne sait pas quand on n'est pas sollicité, est vraiment un très bel entraînement à oser faire, oser proposer, oser être à sa place en son temps et prendre sa place et prendre son temps, son moment. Et c'est quelque chose qui, pour les adolescents particulièrement, nous paraît vraiment pertinent de commencer, par exemple, une leçon comme ça. Je rebondirais peut-être volontiers sur la dernière phrase que Sandrine a indiquée, hein, faire une place à ces émotions-là. C'est quelque chose qui est extrêmement significatif parce que si on regarde un petit peu des enquêtes de Montandon en 1997, on posait tout simplement la question, alors ça peut paraître un peu idéaliste, mais pour les élèves, donc un panel suffisamment large, hein, pour les élèves, qu'est-ce que c'est qu'un bon enseignant ? Eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'un bon enseignant, c'est un enseignant qui s'est expliqué clairement, avec patience, c'est quelqu'un qui s'est intéressé, qui s'est motivé, qui sait faire preuve d'exigence, sans sévérité excessive, mais surtout, qui fait preuve de qualité humaine et sociale, d'écoute, de la gentillesse, la disponibilité, la compréhension, l'humour, la sympathie. Et on sait que pour engager le processus d'apprentissage, il faut que l'élève ait pu, on a en tête cette pyramide des besoins, besoins que doivent avoir chacune des personnes pour pouvoir engager un certain nombre de choses. Il faut que l'élève soit sécurisé. Et s'il est sécurisé par ses compétences psychosociales, par ses compétences émotionnelles, par le fait qu'un enseignant est en capacité de pouvoir écouter, de pouvoir accueillir les émotions de l'élève qui est en face de lui, on sait qu'il va pouvoir engager le processus d'apprentissage. Il va pouvoir il va pouvoir engager en tout cas le travail dans la classe. Autrement dit, ce ne sera pas le chaos. Et même si c'est le chaos à un moment, l'élève va savoir revenir
à la phase où il y a une restitution, où il y a quelque chose qui se met en place. Là, le corps a toute sa place. On va passer juste après, mais j'aurai une dernière question avant aux questions du public. On est dans un temps très fort depuis presque un an de crise sanitaire d'un côté et de révolution numérique, ce que vous avez déjà évoqué, Vincent. Quels sont les enjeux, peut-être en deux mots, simplement votre ressenti sur les enjeux actuels que ça recouvre? Peut-être Vincent pour commencer, avant de laisser la place à des questions du public. Alors, en fait, les deux sont assez liés. Révolution numérique, la crise sanitaire, en fait, je laisse de côté la partie sanitaire, mais en tout cas, ce qu'a impliqué la crise sanitaire, ça a été de mettre en avant fortement le besoin d'interaction. Et la révolution numérique montre que ces interactions sont beaucoup plus nombreuses, elles sont beaucoup plus diffuses, elles ne sont pas simplement dans un cercle qui est un cercle local, mais qui s'expatrie sur le monde. Donc, ça veut dire que, pour moi, il est extrêmement important de travailler avec les élèves sur l'éducation aux médias, l'éducation à la lecture des images, où on se situe par rapport à ça. Comment on utilise les réseaux sociaux, comment je m'en protège. Voilà, on a vraiment ces interactions qui sont dans tous les sens. Il ne s'agit pas de légiférer, mais il s'agit surtout de faire acte de pédagogie et d'inscrire ces éléments-là, à la fois dans le processus d'apprentissage, parce qu'on sait que ces interactions sont extrêmement bénéfiques. J'invite vraiment les enseignants à s'en servir avec des modèles de classe inversée, en utilisant des tutoriels, etc. Tout est possible, mais en faisant extrêmement attention à éduquer les élèves et les enfants dès le plus jeune âge sur justement qu'est-ce qui se passe sur la toile, entre guillemets. Marjorie? Je peux? Oui, Sandrine? Mais vas-y, si tu... Non, c'est bon? Non, moi, je trouve que y a quelque chose d'extrêmement violent dans ce qui se passe actuellement. On voit tous nos visages entièrement, n'est-ce pas? Et les élèves qui vont à l'école, en fait, ne voient leurs camarades que pour moitié, ils doivent se désinfecter les mains quand ils ont touché quelqu'un. Donc, il y a quelque chose qui, dans le contact et dans la perception du corps, est très violent et qu'on prend peu en compte, qu'il me semble. En tout cas, on n'a pas d'injonction pour le prendre en compte. On peut le faire du mieux qu'on peut, mais pour rétablir cette communication. Parce qu'on a tout un tas, tout ce que peut transporter le visage comme expression, ça paraît peut-être un peu banal, mais n'est plus possible. Tout ce qu'on peut apprendre par le contact, par la peau, par les embrassades, le bisou du matin, tout ça n'existe pas. Et il y a quelque chose qui commence à perdurer, qui est, en tout cas moi, dans les élèves que je vois à l'école, je vois vraiment qu'il y a un manque énorme, mais de lien, mais d'un lien physique, d'un contact physique. Et c'est pour ça qu'on rappelle toujours à l'ordre. Être adolescent à l'époque actuelle, c'est compliqué. La dernière fois, quand dans la cour, j'ai vu des enfants, des jeunes, s'embrasser masque contre masque, je me suis dit, mais ça va plus du tout. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... Et ce que nous, on peut faire, je crois, n'est pas de l'ordre de la réparation ni de la remédiation, mais simplement faire sentir ce qui est en train de passer, pouvoir le verbaliser, parce que ce qu'on peut proposer dans le cadre des précautions sanitaires en vigueur est évidemment insuffisant. Et ça ne remplace pas. Marjorie, peut-être, avant de laisser la place aux questions. Très court, il est 44. Non, moi, ça me fait peur. J'ai l'impression qu'on voit le corps plus comme quelque chose de dangereux, quelque chose de sanitaire à protéger. Et je suis pas très... Voilà, je me demande comment on va faire pour la création, comment on va faire pour retrouver la confiance en l'autre, en contact de l'autre, pour qu'il ne soit pas vu comme quelque chose ou comme quelqu'un de sale ou de dangereux pour moi. Et je trouve que le vocabulaire des mots de rencontre, par exemple, est très biaisé en ce moment, comme il y avait eu des dissensions sur les amis de Facebook. Je trouve que les rencontres par Zoom et les rencontres dans tous les genres, en fait, il n'y a rencontre pour moi que quand il y a deux corps en présence qui se créent une émotion. Et aujourd'hui, ces corps-là, on a du mal à les mettre. Voilà.
Voilà, mais Merci. restons positifs. Ça va s'arrêter. J'invite tout le monde quand même, donc tous ceux qui ont assisté, je vois 29 participants, donc tous les participants à allumer leur caméra tout de même. Nous ne sommes pas en présence, mais nous pouvons quand même communiquer au minimum. Camille aura sélectionné sans doute, on est toujours heureux de voir des visages qui s'animent aussi, c'est toujours quelque chose d'agréable. Camille, est-ce que vous pourriez nous dire la question de qui nous pourrions prendre pour commencer? Oui, tout à fait. Alors, déjà, bonsoir à toutes et à tous. Pour commencer, nous avons une question de Marie. Donc Marie, si vous êtes là et si vous souhaitez poser votre question, vous pouvez. Sinon, je peux la lire pour vous. Mais on est content si vous la posez vous-même. Est-ce que Marie est là? Elle n'a pas l'air d'être là. Alors, je la pose. Donc, il est maintenant admis que l'état émotionnel est important pour l'efficacité de l'apprentissage. Quel lien faites-vous entre le corporel et l'émotionnel? Le jeu corporel peut-il être utilisé comme régulateur de l'émotionnel? Mais je peux? Oui. Quand vous parlez d'émotionnel, pour nous, je crois, ça évoque plusieurs compétences qui passent par la compréhension, l'identification, l'expression, l'expérimentation d'une émotion. Donc cet émotionnel va passer, par exemple, par l'incarnation du corps, comment je peux exprimer par le corps, comment je peux maîtriser ou non, laisser s'exprimer ou non le corps. Et c'est quelque chose dans lequel nous, à l'endroit où on est enseignant, on peut intégrer ce travail des compétences émotionnelles dans le cours, ne serait-ce que nous, en laissant une place au niveau verbal, en leur faisant une place, mais aussi en intégrant, par exemple, dans les restitutions. Très récemment, j'ai vu pour des formations pour des professeurs de français, et au lieu de faire des analyses de texte à l'écrit et sur papier, ils proposaient comme mode de restitution le jeu théâtral, étant entendu que dans le jeu théâtral, on allait pouvoir rendre compte physiquement de la complexité émotionnelle des personnages. C'est enseigné, c'est une préconisation même, c'est une possibilité. Alors comme on disait, il ne s'agit pas de faire toutes les lectures analytiques comme ça, mais il y a cette possibilité-là qui permet de faire le lien entre l'émotion et le corps, si j'ai bien compris la question qui était soulevée. Je serais tenté d'ajouter un complément parce que j'ai vu apparaître sur le chat très fugacement votre question, Marie, et du coup, elle m'a fait un petit titiller dans le courant de l'intervention en associant ça aux travaux de 5 chercheurs en 2018 qui ont travaillé sur la contagion émotionnelle. Et en fait, ils ont repéré un cercle vertueux qui en fait, s'inscrit de cette manière-là, c'est-à-dire que l'enthousiasme de l'enseignant est perceptible, les apprenants le perçoivent, ils ont du coup plaisir d'être apprenants dans la classe, ils s'engagent activement dans les apprentissages puisqu'ils ont plaisir, l'enseignant perçoit que l'engagement, que les apprenants s'engagent, de fait, il a plaisir à enseigner, et de fait, il est enthousiaste, et voilà, on engage les choses. Ma position là, de théâtre, elle est aussi assez claire. Je crois que si on s'entraîne aussi à des choses, il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour montrer l'exemple, comme le dit Prévert. Il y a quelque chose, en fait, si le corps aussi s'entraîne, si on fait des choses pour pouvoir s'ouvrir, être disponible, être présent, être ce qu'on peut appeler dans l'attention, dans la concentration, suivant dans quel milieu on est, il y a une source d'énergie, en tout cas, qui monte, qui vient bien du corps, qui se propage et qui, comme disait Vincent, nous revient aussi avec cette contagion. Et donc, si on est dans quelque chose de positif, de joyeux ou de léger, il va revenir aussi ça. Et alors que si on ferme tout en se disant, en fait, c'est d'abord on ferme parce qu'on est là pour travailler, et ça ne peut pas marcher. Et puis, de toute façon, on sait bien que ça ne marche pas comme ça aujourd'hui, maintenant. Voilà. Donc, entraînons-nous à être heureux, ne serait-ce que pour montrer l'exemple. Camille? Il y a Valérie qui a juste demandé de quels travaux est-il question, s'il vous plaît. Je pense que c'était par rapport à ce que Vincent vient juste de dire. La contagion émotionnelle. Contagion émotionnelle, alors je vais les citer, mais alors donc ce sont les travaux qui ont été réalisés par Frenzel, Becker-Kurtz, Pekroun, Gutz et
l'ITIE en 2018. Les travaux autour de l'épanouissement dans la classe. Donc sur un panel significatif, en tout cas, ces travaux de recherche. Donc ensuite, il y avait une question de Vanessa Bechot. Donc pareil, si Vanessa veut poser sa question. Allez, moi je veux bien poser ma question. Bonsoir, merci beaucoup, c'était super intéressant. Je vais essayer d'être courte. En fait, je suis en train de travailler actuellement sur des cycles d'ateliers sur la base de la méthode Ikigai, qui est une méthode qui vient pour accompagner en fait les jeunes dans leur orientation, pour les reconnecter un peu à leurs aspirations profondes, leurs talents, etc. Et moi, mon objectif, c'est que j'aimerais vraiment avoir une approche le plus possible par le corps, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de passer par le corps déjà de base, donc je ne me vois pas les mettre derrière une table et sur un stylo, etc. Et je me posais la question, pour le coup, je n'ai pas forcément de compétences en théâtre, malgré le fait que j'adore ça, je ne suis pas enseignante, etc. Et je me demandais par quoi vous me conseilleriez de commencer, par quel biais, comment réfléchir en fait, comment réfléchir, quelles questions se poser pour faire entrer le corps dans des exercices. J'ai déjà pensé à des brise-glaces déjà en début, où c'est plutôt le corps qui est en mouvement, où on évolue pour, voilà. Donc j'ai sur ces éléments-là, mais j'aimerais vraiment aussi, même dans les exercices ou dans les réflexions, qu'il y ait des moments où on bouge, où on se lève, et alterner en fait un peu ces moments d'introspection où on va pouvoir éventuellement se poser, et peut-être de restitution ou d'une autre manière plus active de réfléchir. Voilà. Donc, par quel bout on le prend, quoi? Comment on commence pour lancer la réflexion? Voilà. Désolée, j'ai été un peu longue, mais... Non, non, c'est passionnant. Il y a une collègue qui travaille avec nous, qui est là en soutien, qui a commencé un travail sur les forces, justement, dans le cadre du projet d'orientation. Moi, ce qui me vient à l'idée, c'est des jeux, enfin pas des jeux, des activités collaboratives. Par exemple, on la voit avec le nœud, où tous les élèves prennent voilà. Alors, c'est aussi, il y a beaucoup de choses qui sont dans la conduite d'exercice, hein, parce qu'on peut faire ce nœud et c'est un fiasco total, et on peut faire ce nœud et faire dégager vraiment les forces de chacun. Pour autant, qu'on lâche prise et qu'on réserve un espace d'écho à ce qui s'est passé dans le travail collectif, qui est aussi sécurisant. Par exemple, ne serait-ce qu'en faisant suivre cet exercice de qu'est-ce qui s'est passé pour moi, où j'ai été mis en difficulté. Donc ça, par exemple, je trouve que personnellement, par rapport à l'orientation, je suis en plein dedans aussi avec ma classe de seconde. C'est un exercice qui permet vraiment à chacun de sortir des compétences scolaires. D'ailleurs, quand on leur demande leur force, ils me demandent toujours, mais vous savez très bien ce qu'il y a dans mon bulletin. Je dis, mais je ne te parle pas de ton bulletin, je te parle d'autre chose. Donc, où on peut faire mettre en évidence auprès des élèves ces compétences qui ne sont pas scolaires et qui pourtant, de plus en plus, sur le marché du travail et dans les CV, sur Parcoursup, sont évidemment valorisées. Et que, paradoxalement, à l'école, on les pousse. On ne prend pas souvent le temps de leur faire verbaliser ça. Donc, je pense des jeux collaboratifs, en tout cas, permettent de faire ressortir ces éléments. Et puis, peut-être d'autres sur des degrés d'intensité, d'audace. Enfin, il y a quelques exercices, je ne sais pas si vous voyez, où on va demander aux élèves de choisir le degré avec lequel ils veulent exprimer quelque chose et leur faire ressortir que leur discrétion peut très bien être une force et au contraire, le fait d'être extraverti aussi. Je ne sais pas si j'étais très claire là-dessus, mais... Je prends juste une minute pour compléter avant une autre question. J'avais compris la question autrement, mais peut-être que j'ai mal compris. Mais je me permets de répondre. J'en sais rien, Vanessa, si ça va vous éclairer autre chose. Si vous dites non, c'est à côté de la plaque, c'est pas grave du tout. J'avais l'impression, parce que nous, donc, notre spécialité, c'est vraiment, on est sur du savoir, quel qu'il soit, disons, de la langue, pour le coup, le français langue étrangère. Et c'est comment, en fait, en 10 heures de théâtre avec ce français langue étrangère, on va vers un apprentissage scolaire et vers un apprentissage
apprentissage autres amenés par le théâtre. Et j'avais l'impression que ça faisait presque appel à un scénario, en tout cas ce qui se fait beaucoup en théâtre, et pas que nous, il y a beaucoup de personnes qui font comme ça. On commence toujours par des échauffements pour être présent, donc ce qu'on peut appeler les icebreakers ou des choses comme ça, qui nous rendent attentifs, présents et avec le groupe, prêts à oser à faire quelque chose. Donc d'abord, il y a cette première phase. La deuxième phase, c'est des jeux d'expression où on ose bouger le corps, on ose se regarder, on ose lancer la voix, donc on travaille plus l'expression dans tous les sens, c'est encore très tenu, hein, on donne, on donne, on donne. La troisième phase, on rentre dans des formats d'improvisation, donc on va dire, ah bah tiens, personnage, toi dans 10 ans, et toi, tu es son patron dans 10 ans, et toi, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais on imagine des choses pour l'orientation, ou toi, tu as complètement raté ta vie, là, fais-moi ta vie ratée dans 10 ans. On joue avec ça, on fait des impros autour du thème, et ça, donc c'est la troisième phase, on recherche de l'impro. La quatrième phase, elle est intéressante parce qu'on discute de ce qui s'est passé, un retour sur ça. Qu'est-ce que vous avez vu? Toujours le public, d'abord, qu'est-ce qu'il a vu? Ensuite, les comédiens, qu'est-ce qu'ils ont voulu passer? Parce qu'en général, on n'a pas vu les mêmes choses et c'est bien normal. Et cinquième phase, on choisit ce qu'on veut faire, ce qu'on veut jouer. Allez, là, on s'y met et on prend et on va vers une petite écriture ou vers un petit quelque chose que, si on a le temps, en sixième phase, on présente. Voilà. Et du coup, on arrive à avoir un résultat sur du savoir. Et en même temps, on ne s'est pas assis une seule fois sur des chaises, on s'est assis en cercle pour discuter et c'était tout, quoi. Voilà, mais je ne sais pas si j'avais mal interprété ou pas, mais voilà, en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, hein, tout ça s'inscrit bien dans les sciences de l'éducation. Hein. Quand on écoute Piaget, quand on voit un petit peu ce qu'il indique, ce qu'indiquait notamment Sandrine, c'est que bien souvent, on a un biais qui peut se retrouver quelquefois de se dire, lorsqu'on accueille un élève en sixième, il est tout neuf, il n'a pas de compétences antérieures, on reprend à zéro. Ces élèves-là qui sont en voie de décrochage, c'est surtout ça dont ils ont besoin. Ils ont besoin qu'on leur fasse comprendre, ils ont besoin de savoir qu'ils ont des compétences. Ils ne sont pas neufs, ils ont des compétences sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. C'est extrêmement important qu'ils aient ça, et qu'en plus de ça, puisque l'homme est un animal social, hein, voilà, c'est qu'ils le fassent en collaboration. Et là, justement, le corps, là, c'est un vecteur essentiel pour réussir à les mettre en collaboration et à leur faire prendre conscience que là, ils peuvent s'engager ensemble. Un dernier exercice de concision, peut-être une dernière question et une réponse en 2 phrases. Donc, nous avions une question ensuite de la famille Rambaud. Je ne sais pas si elle est là. Oui. C'est moi, bonjour. Je suis Laurence, en fait, de ma famille, enseignante en CP-CE1. Et donc, l'année dernière, j'ai suivi le DU, promouvoir la motivation et le bien-être à l'école. J'ai donc beaucoup entendu parler des besoins psychologiques fondamentaux, mais je me suis souvent posé la question des besoins physiologiques fondamentaux. Et du coup, je me demandais s'il y avait de la littérature là-dessus, parce que je vois bien le lien avec ce qu'on peut faire en sport, mais comme vous le disiez aussi, il y a des temps... quand l'élève est assis, j'ai l'impression que ça peut aussi couper la relation entre le haut et le bas, alors que l'ensemble du corps va nourrir le cerveau. Et je rechercherai à la fois de la littérature, des exercices pour favoriser une bonne circulation du corps. J'essaie d'être précise et concise. Merci. Quelques références peut-être? Oui. Références, je ne vais pas les avoir en tête, mais par contre, je peux tout à fait les rechercher. Mais en tout cas, vous avez raison. Hein. Et là, la recherche est très claire sur ça. Un élève, pour pouvoir être dans l'apprentissage, pour être dans l'engagement, il a besoin, c'est par palier hein, de toute façon, il y a des besoins physiologiques qui sont absolument nécessaires à avoir. Il doit être en sécurité corporelle, etc. Et là, il y a vraiment des études qui le précisent. Et là, puisque vous êtes enseignant en CP, hein, c'est ça? Oui. Voilà. On sait également qu'au niveau physiologique, il y a des moments dans la journée où l'élève est plus captif, plus à même de pouvoir travailler sur des tâches un peu plus complexes, en tout cas qui invitent à plus de rapports cognitifs. Donc, ça veut dire que le physiologique entre bien en ligne de compte. Et je finirai en citant Le corps au cœur des apprentissages, un livre à paraître de Gaël Walkenwitz, Sandrine Bourrin, Marjorie Nadal, Vincent Dupeyage, avec des illustrations de Maude Corvézier, apparaître bientôt, je l'espère bien.